tous et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live Hebdo. Je me présente toujours un petit peu au début pour celles et ceux qui ne me connaissent pas bien, et puis aussi pour ceux qui me retrouvent via le replay. Des fois ils découvrent ma chaîne par le biais des replays. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également blogueuse puisque j'ai créé le site bestofbusinessanalyst.fr il y a 2 ans maintenant. Ouais, ça fait 2 ans. J'ai également lancé une école en ligne, Best of Business Analyst du même nom. Et je suis membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analytics, le chapitre français, depuis quelques mois. Quelques petites instructions et demandes avant de commencer aussi, de surtout vous abonner à ma newsletter pour recevoir des informations toutes fraîches sur le métier de business analyst, de vous abonner aussi à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube, au SoundCloud, donc aussi j'ai des podcasts. Voilà, donc pour avoir toutes les dernières notifications sur tout le contenu que je vous apporte toutes les semaines. Donc c'est un article et un live par semaine à peu près. Autre info importante, on est aujourd'hui le 8 octobre et pour celles et ceux qui veulent devenir business analyst en système d'information ou pour ceux qui le sont déjà mais qui veulent enfin maîtriser leur métier puisqu'on est très nombreux à avoir appris sur le tas, 99%, ce qui est un peu énorme, j'ai lancé la masterclass devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. C'est une masterclass 100% e-learning. J'ai une période d'inscription qui va du 5 octobre, donc ça a commencé lundi, et qui se termine le 15 octobre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Il y a un menu, le menu je crois que ça s'appelle formation e-learning, et après vous cliquez sur le bouton avec le nom de la masterclass et vous avez toute la page de présentation. Vous avez aussi tous les modules, une partie des modules qui est en accès libre. En tout cas, vous pouvez voir comment je présente, comment je fais la formation pour voir si ça vous correspond ou pas. Il y a 18 heures de cours théoriques, il y a à peu près 12 heures d'activité pratique. Voilà, donc c'est vraiment une masterclass qui est aussi reconnue par le Datadoc, par l'IBA et qui va vraiment vous permettre d'apprendre le métier. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder sur mon blog. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Alors pour la question du jour, c'est une question en fait qui est très fréquente et posée par les business analysts débutants. Comment faire bonne impression rapidement quand on débute un nouveau projet ou une nouvelle mission dans le cas où on est prestataire? Alors la question précise qui m'a été envoyée, c'est la suivante. J'ai miraculeusement décroché, j'aime bien, un poste de business analyst dans le domaine bancaire. Quelles sont les choses que je peux faire dans les 30 à 60 premiers jours pour impressionner, attention, l'équipe projet que j'ai intégrée? Il s'agit d'un environnement agile. Je veux juste leur montrer que j'ai la tête sur les épaules et ne pas paraître trop needy. Alors needy, donc en gros en demande quoi. Voilà. Voilà, donc c'est une question un peu précise, mais de manière générale, voilà comment faire pour impressionner. Vous allez fort, hein, vous voulez impressionner direct en arrivant, mais je vais essayer d'y répondre en tout cas de mieux que je peux. Alors, je vais vous donner 5 grands axes de réflexion. Le premier, c'est donnez-vous 60 jours. Alors, adaptez un petit peu aussi à votre contexte. En agilité, souvent, on vous demande d'être très rapide, mais bon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Deuxième conseil, focalisez-vous sur les quick wins. Ensuite, acquérez les nouvelles compétences indispensables. En 4e point, je vais vous expliquer comment intégrer la nouvelle culture d'entreprise de l'entreprise que vous rejoignez. En 5e gros conseil, identifiez les rôles et responsabilités. Et après, je vais vous terminer sur des petits conseils supplémentaires pour bien débuter. Donc 5 conseils supplémentaires qui seront, on va dire, synthétisés dans la dernière partie. Alors, pour vous donner le contexte, alors, si vous êtes débutant, vous allez vous reconnaître. Et si vous n'êtes plus débutant, vous allez vous souvenir de vous quand vous avez commencé. Donc à chaque fois qu'on décroche un nouvel emploi, eh bien, on passe à peu près tous par les mêmes étapes. Vraiment identique, en commençant au début évidemment quand on a décroché notre nouvel emploi. Je ne parle pas quand on a décroché de nouvelles missions et qu'on est prestataire, hein, mais quand on est vraiment un nouvel embauché. Au début on est excité, on est limite exalté, on se dit ouais, je sais pas comment c'est possible, je l'ai eu, le job de mes rêves, c'est génial, je suis trop heureux. Vous fêtez ça avec vos amis, votre famille, vous êtes tout à la joie des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Donc ça c'est le début. Mais après cette première étape, eh bien, la panique, elle commence souvent à poindre le bout de son nez.
Et là, vous vous dites, mon Dieu, je vais peut-être pas y arriver, il y a trop de choses à apprendre, on va se rendre compte que j'y connais rien, et peut-être qu'on va pas me garder après ma période d'essai, etc., etc. Donc là, c'est la moulinette dans votre tête et c'est le stress. Donc, vous commencez à angoisser en réfléchissant, en pensant à toutes vos nouvelles responsabilités, à la montagne de choses à apprendre, à la nouvelle culture d'entreprise et aux nouveaux collègues que vous allez avoir, en espérant que vous n'allez pas manger tout seul à la cantine pour le premier jour. Voilà, donc ça, je pense que on se reconnaît tous dans ce portrait, on l'a tous vécu. Si vous ne l'avez jamais vécu, vous m'envoyez un message, ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait, parce que je pense qu'on est 99,9% tous avoir connu cette petite cette excitation du début et après la montagne russe où on stresse. Voilà. Donc, si c'est quand on commence en fait un nouvel emploi ou une nouvelle mission en tant que business analyst débutant, c'est forcément stressant. Ça, c'est évident. Par contre, ce n'est pas une fatalité que de vivre dans ce stress pendant tout le début de votre mission. On peut avoir des bonnes stratégies, on peut avoir un état d'esprit positif et ça va vous permettre de faciliter votre entrée dans votre rôle de business analyst et ça peut même se transformer en expérience intéressante, voire passionnante et agréable. Si, je vous assure. Donc dans ce live, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner quelques stratégies pour faciliter votre transition et quelques conseils pour établir de bonnes relations avec vos nouveaux collègues. Je vous ai donné dans l'introduction, dans le plan, les 5 gros conseils, gros axes de réflexion. Et le premier, c'était quoi? C'était donnez-vous 60 jours. Alors initialement, quand j'ai fait mes recherches ce matin, j'ai vu qu'il y avait des experts en ressources humaines qui se mettent tous d'accord sur le fait que on va dire la période pendant laquelle on monte en compétence, c'est plutôt 90 jours, 3 mois. Je l'ai rabaissé à 60 jours, je ne suis pas très sympa, mais bon, voilà. En fait, je m'adapte à ce que moi j'ai connu en entreprise. 90 jours, ça me semble beaucoup lorsqu'on est consultant externe donc voilà, 90 jours, ça me semble trop. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux, il y a une roadmap projet, il y a une planification, il faut déjà commencer à rendre des choses. Donc, on ne vous laisse pas 90 jours pour vous mettre dans le bain. 60 jours, ça me semble beaucoup plus raisonnable. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien pendant 60 jours, je vais vous expliquer. Donc, n'attendez pas à ce que vous résolviez voilà, des problèmes dès que vous allez arriver. C'est pas parce que vous arrivez le premier jour que d'un coup, d'un seul, votre manager va vous demander de résoudre des problèmes qu'ils n'ont jamais résolus avant. C'est juste d'abord pas possible et puis c'est pas ça qu'on attend de vous. Donc, si vous vous lancez à corps perdu dans votre nouvelle aventure de business analyst débutant pour prouver votre valeur, eh bien, vous allez aller tout feu tout flamme et vous risquez de commettre des erreurs que vous pourriez facilement éviter une fois que vous en saurez plus sur l'entreprise et sur votre nouveau rôle. Donc, donnez-vous un peu de temps, accordez-vous un peu de temps pour aller connaître un petit peu votre nouvel environnement, les nouvelles attentes, etc. Et ne pensez pas qu'à la fin de la première semaine, on attend de vous déjà un livrable. Ça peut arriver, mais dans ces cas-là, justement, cette prise de distance et cette discussion que vous allez avoir avec vos managers et l'équipe projet et les contributeurs, ça va largement permettre de dédramatiser la situation. Et voilà, donc ne vous précipitez pas bille en tête parce que vous risquez de commettre des erreurs. D'accord? Donc prenez un peu de temps, ça ne veut pas dire ne rien faire encore une fois. Deuxième point, et c'est là que vous allez voir qu'on peut faire des choses même si on prend du temps. Vous allez vous focaliser sur ce qu'on appelle les quick wins, donc littéralement les victoires rapides, les gains rapides. Voilà. Pendant ces 60 premiers jours, vous allez vraiment vous concentrer sur la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter rapidement. Et pas seulement à votre nouveau chef, mais également à vos nouveaux collègues. Alors ces quick wins, comme on les appelle, sont importants parce qu'ils vont contribuer à créer une dynamique positive autour de vous et à établir les premières briques de votre crédibilité. Alors, bien entendu, faut se focaliser sur les quick wins, il faut déjà les identifier. Donc, c'est quoi ces éléments positifs que vous pouvez considérer comme des quick wins ou que l'entreprise va considérer comme des quick wins? Je vous donne quelques exemples. Vous allez voir, ce n'est pas inabordable. Par exemple, vous allez amener vos collègues ou vos managers ou vos contributeurs à parler de problèmes qu'ils cachent en général ou qu'ils n'expriment pas. Mais vous, comme vous avez un petit peu la fougue du débutant qui n'y connaît rien, vous allez poser des questions naïves, innocentes et vous allez faire émerger parfois des besoins cachés non exprimés.
Ça, c'est déjà un quick wins et c'est extrêmement important quand on est business analyst. Vous allez pouvoir vous en servir énormément lorsque vous allez faire toutes vos analyses, la conception fonctionnelle de la solution cible, etc. Deuxième type de quick wins, c'est de produire un résultat tangible rapidement. Alors là, c'est seulement si c'est dans vos cordes. Si on vous donne, par exemple, une synthèse à faire, d'un document que vous ne connaissez pas, faire une capacité de synthèse, c'est une compétence qu'on demande à un business analyst. On a tellement d'informations qu'on doit apprendre, lire, collecter dans tous les sens qu'il faut avoir cette capacité de synthèse. Donc je fais l'hypothèse que si vous êtes business analyst, vous avez une capacité de synthèse. Donc ça peut être un résultat tangible, être capable de synthétiser ou un compte-rendu de réunion, et voilà, ça c'est un résultat tangible. Ensuite, ça peut être aussi de donner des conseils ou d'aider vos nouveaux collègues à résoudre des problèmes si vous en avez évidemment les compétences. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus tard. Donc ce que je veux dire, c'est que n'essayez pas d'en faire trop vite, parce qu'il est tentant de vouloir être sur tous les fronts au début pour prouver sa valeur et donc de tenter de traiter 10 questions en même temps au départ, surtout que lorsque vous arrivez par exemple en environnement agile, ça va assez vite et on se dit « Ah, il y a un nouveau business analyst » et puis tout vous arrive d'un coup et vous êtes submergé. N'essayez pas de tout faire tout de suite, concentrez-vous sur 2-3 quick wins que où vous pouvez avoir une réponse efficace et qui va montrer que vous pouvez vraiment apporter de la valeur. Donc, un exemple qui m'est arrivé, alors j'étais pas débutante non plus, mais bon, c'est un exemple qui m'est arrivé en préparant ce live. La première fois que je suis arrivée chez Airbus Helicopters, dont j'ai passé quelques années sur plusieurs missions dans cette grosse entreprise, je connaissais rien. Je connaissais pas l'aéronautique, je connaissais pas les enjeux ni métier, ni... en plus, c'était pour le coup même pas de l'informatique, c'était une mission de re-engineering de processus. Donc, et moi j'avais surtout fait de l'informatique avant, j'avais fait des projets IT. Donc l'approche était aussi nouvelle pour moi. Et donc au début, voilà, tout est nouveau, vous ne savez pas comment vous positionner. Et j'avais une collègue face à moi qui était sur une mission aussi sur de la redéfinition de processus également, mais sur un autre domaine. Et elle galérait, elle n'arrivait pas à modéliser ses processus, parce qu'à chaque fois qu'elle apportait son processus end-to-end au client, elle lui disait « Maintenant, tu as oublié de prendre en compte tel cas, puis il y a tel autre cas de figure. » Et au final, son schéma, elle n'arrivait pas à le faire, quoi. Donc moi, je lui dis « Écoute, si tu veux, je peux t'aider. » Donc c'était pas du tout dans mon domaine. Et en fait, moi, j'ai des astuces pour faire du re-engineering de processus, pour faire de la cartographie de processus. Et notamment, c'est des astuces qui se basent sur l'algorithmie. Donc, quand les développeurs ils savent ce que c'est l'algorithmie, c'est des suites d'instructions qui permettent à un programme de donner un résultat. Et donc, en gros, c'est des formules, des syntaxes du type tant que telle chose se passe, alors je fais ça. Si tel cas arrive, alors je fais ça. Si tel cas arrive, alors je fais telle autre chose. Si troisième cas arrive, alors je fais ça. Après, une autre manière de faire des algorithmes, c'est si telle chose se passe, alors je fais ça, sinon je fais telle autre chose. Voilà, donc en fait, il y a 4 grosses familles d'algorithmes, que 4, donc c'est pas compliqué à retenir. Et en utilisant cette capacité, cette compétence d'algorithmie, j'ai pu lui dire, écoute, ton processus, tu peux le tourner de cette manière-là. Des cas que tu peux décrire avec si, alors, sinon, tu le modélises de telle manière, et si tu ne sais pas les modéliser, tu peux faire cas numéro 1, cas numéro 2, et tous les autres cas, telle autre solution. Et en fait, ça lui a totalement résolu son problème. Donc moi, je ne connaissais rien à son problème, je ne connaissais pas sa problématique métier, mais juste en apportant cette compétence-là, cette vision différente, j'ai résolu son problème, et du coup, c'est un quick wins pour l'équipe. Donc là, vous voyez, effectivement, j'avais de l'expérience et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais vous avez tous, même débutants, vous avez tous des choses à apprendre à d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on est débutant, qu'on a 22 ans, qu'on ne sait rien. On sait des choses parfois que d'autres qui ont 40, 50 ans ne savent pas. Donc voilà, prenez ça en compte. Je suis sûre que vous pouvez apporter de l'aide. Ça peut être une aide qui vous semble dérisoire, mais ça peut être un quick wins aussi. Troisième chose que vous pouvez faire pour... Alors, j'ai gardé le titre impressionner, faire bonne impression, mais vous allez voir que c'est un peu moins ambitieux que cela. Donc, on a parlé de se donner du temps, 60 jours. On a parlé de se focaliser sur les quick wins.
Et là, on doit également parler de acquérir les nouvelles compétences indispensables. Parce que il est normal et relativement facile de se sentir dépassé lorsqu'on commence un nouveau job, une nouvelle mission de business analyst ou n'importe quoi d'autre. Et en fait, on a peur de ne pas y arriver parce qu'on se sent vraiment dépassé par un petit peu tout. Mais n'oubliez pas que vos recruteurs, que votre nouveau manager, ils étaient parfaitement conscients de votre niveau de compétence et du fait que vous auriez besoin d'un peu de temps pour vous adapter. Ils savent très bien que sur votre CV, c'est clair, sauf si vous avez pipoté, vous avez menti sur votre CV, ce que je ne vous recommande pas du tout. Ou alors, si malheureusement vous êtes prestataire pour une société de service qui n'est pas très honnête et qui a vendu votre CV à un client final en mentant sur vos compétences, cela arrive. Et je l'ai déjà vu arriver plusieurs fois, mais j'espère de moins en moins. Donc à part ces exceptions-là, votre CV, ils le connaissent. Ils savent ce que vous savez faire et ils savent quelles sont vos lacunes. Donc, ils trouveront normal, votre chef, votre client, que vous ayez besoin d'acquérir des compétences complémentaires. C'est donc normal. Charge à vous après de discuter avec eux de manière libre et décomplexée pour identifier ce qu'il vous faut apprendre. Alors, encore un exemple personnel. Malgré un gros nombre d'années d'expérience, j'ai commencé à un moment donné un projet qui était géré avec l'approche SAFE. Donc c'est une approche agile, lean et agile. Et je ne connaissais absolument pas. J'ai constaté simplement que je n'avais pas cette connaissance. J'ai acheté un gros bouquin et j'ai pas hésité à poser plein de questions et j'ai franchement pas hésité à montrer que je ne connaissais pas pour simplement avoir des retours d'expérience de ceux qui avaient été formés. De même, il y a plus longtemps encore, je suis arrivée chez une grosse entreprise qui travaillait avec la méthode itérative RUP. Et pareil, je ne connaissais pas. Mon manager, il m'a formée. Voilà, il voulait que son équipe travaille en RUP. Et il a passé un peu de temps pour me former là-dessus. Un autre exemple, toujours chez Airbus Hélicoptère, au début, l'aéronautique, c'est quand même super complexe. Il y a des régulations internationales, etc. En tant que business analyst, c'est complexe parce qu'il y a tout l'environnement externe comme ça à intégrer pour ne pas faire d'erreurs. Ma cliente, elle savait que je ne pouvais pas être au courant. Elle voyait bien sur mon CV que j'avais jamais travaillé dans ce domaine-là. Elle a passé du temps au début, elle a dégagé du temps dans son emploi du temps pour me faire monter en compétence sur certaines thématiques. Voilà. Et après, moi-même, j'ai mieux su où me diriger pour poser les bonnes questions et j'ai mieux su identifier mes lacunes à partir déjà de cette première aide qu'elle m'a apportée. Donc n'hésitez pas à faire une matrice SWOT. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous, SWOT c'est S-W-O-T, c'est un acronyme qui signifie en français c'est les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités et les menaces de l'environnement interne et externe. Mais en gros, c'est identifier vos forces et vos faiblesses. Vous pouvez mettre dans une matrice mes forces, mes faiblesses et vous allez en discuter avec votre manager ou votre client. Vous allez dire, voilà, j'ai constaté que pour bien travailler, j'ai besoin d'avoir une connaissance en Scrum ou en Safe. Voilà, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas été formée. Pour bien travailler, j'ai besoin aussi de mieux connaître un secteur d'activité que je n'ai jamais pratiqué avant. Voilà, donc si vous amenez ça à votre manager avec votre client, il ne va pas vous manger, il va écouter normalement attentivement. Je pense franchement que ça va le rassurer. Et en tout cas, il aura de quoi se baser pour mettre en place un plan de montée en compétences. Et tout ça, que vous soyez un business analyst, collaborateur interne, embauché ou un consultant. C'est pas parce que vous êtes consultant que vous arrivez avec la science infuse et que j'ai déjà vu malheureusement des cas où un consultant sort d'une mission, on le remplace, la société de service le remplace par un autre consultant business analyst et le client, il pense que c'est comme un robot, on lui a chargé le disque dur du précédent consultant. Ça ne marche pas comme ça. Donc n'hésitez pas à dire, écoutez, pas de problème, je vais monter en compétence, mais il me faut tel ou tel prérequis, telle ou telle compétence avant. Donc, dans les 30 premiers jours, ayez comme objectif l'apprentissage de ces nouvelles compétences. Quatrième conseil, il s'agit cette fois-ci de s'intégrer à la nouvelle culture d'entreprise. Chaque équipe, chaque organisation possède une culture spécifique. Et même au sein d'une entreprise, il est probable que chaque département et même chaque pôle d'expertise à l'intérieur du département aura une culture qui lui est propre. Il vous faut vraiment apprendre à travailler en tenant compte de cette nouvelle culture et des interactions entre vos collègues.
Et au-delà de l'interaction avec vos collègues, sachez que dans un même bureau, eh bien, dans un bureau, il y a souvent plusieurs, ou un open space, il y a pas mal de personnes. Bon, là, en ce moment, avec le Covid, un peu moins, mais voilà, c'est un groupe d'individus et le relationnel se tisse comme dans une cour de récré, vraiment. Donc, pour éviter de faire des gaffes, eh bien, il est nécessaire de savoir un petit peu où vous mettez les pieds, d'ouvrir grand vos écoutilles. Ça veut dire que vous n'allez pas, en tant que business analyst débutant, surtout pas rester prostré à votre bureau, dans un coin, à digérer des tonnes de documentation qu'on vous aura donnée. Non, un business analyst, il doit pouvoir échanger avec les autres. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va recueillir énormément d'informations utiles pour son travail. Donc, communiquez avec vos collègues, allez prendre un café avec eux, faites-vous violence si au début vous êtes timide, mais voilà, essayez d'interagir un maximum avec eux. Autre chose, une autre grosse erreur que l'on peut commettre lorsqu'on est nouvel arrivant, c'est de débarquer donc dans la nouvelle organisation et de vouloir tout changer. Vous voulez mettre en place des changements, vous avez des objectifs irréalistes. Alors, effectivement, quand vous êtes embauché, on attend de vous que vous impulsiez une dynamique de changement. Et donc, c'est légitime, c'est compréhensible que vous vouliez impressionner, entre guillemets, votre patron, vos collègues, en leur montrant tout ce que vous pouvez leur apporter. Je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais il y a un timing. Parce que ça peut vous mettre vraiment à dos des personnes alors que vous pensiez au contraire les aider et vous étiez de super bonne volonté, quoi. N'oubliez pas que lorsque vous arrivez quelque part, vous êtes un étranger aussi pour les autres. Donc n'essayez pas de vous attaquer à de gros problèmes dès le début, peut-être des gros problèmes en plus qui auront déjà été vus et revus 20 millions de fois avant. Passez d'abord du temps à vous familiariser avec la nouvelle culture de l'entreprise ou de votre équipe. Et puis 5e conseil, identifiez les rôles et responsabilités. Lorsque vous débutez dans un nouveau service ou une nouvelle organisation, savoir qui sont les autres et ce qu'ils font, c'est essentiel. Surtout pour un business analyst. Parce que quand on est développeur, encore, on vous donne une charge de travail à faire, on vous demande de développer un composant, par exemple. Vous êtes souvent face à votre ordinateur, votre logiciel et vos algorithmes. Mais quand vous êtes business analyst, vous êtes en constante interaction avec plein de gens. Et en plus, vous devez avoir en tête que vous allez devoir recueillir une information exhaustive, fiable et vérifiée. Et que sans les autres, sans autrui, vous ne pouvez pas travailler. Donc, identifiez les rôles et responsabilités. Vous allez commencer par l'équipe avec laquelle vous travaillez directement. Après, vous allez passer au manager également pour savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi, dans quel périmètre. Et puis, vous allez également identifier les autres acteurs clés qui pourraient avoir un pouvoir d'influence ou de décision et qu'on ne voit pas forcément dans l'organigramme. Ça se fait comment? Encore une fois, en discutant. Donc, il y a l'organigramme qui est la base, évidemment, mais après, en discutant avec vos collègues, vous allez en savoir de plus en plus sur les uns et sur les autres. Ce ne sera pas forcément dans les 2 jours, mais la communication est importante. Vous pouvez élaborer un RACI. Un RACI, c'est une matrice qui permet d'identifier qui est le réalisateur d'une tâche, qui est l'approbateur, qui est consulté et qui est informé. Alors, vous n'allez pas pouvoir tout remplir pour toutes les tâches, toutes les activités tout de suite, mais vous pouvez l'initialiser déjà. Mais au moins, vous saurez à qui vous adresser si vous avez des questions. Et de toute manière, si vous vous adressez à une personne et que ce n'est pas la bonne, demandez-lui, alors en ce cas-là, à ton avis, à qui je peux m'adresser? Une fois que vous serez un peu plus familier avec votre nouveau rôle, vous allez pouvoir commencer à apprendre qui travaille bien et qui travaille moins bien. Là, on passe dans le côté qualitatif. En fait, c'est le genre d'informations officieuses qu'on recueille, là encore, de manière officieuse, autour de la machine à café, en allant déjeuner avec les collègues, etc., en parlant de tout et de rien du week-end. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de choses qu'on apprend quand on est business analyst en dehors des ateliers de travail et qui ont un niveau qualitatif incroyable. Donc, ce qui sera bien dans une deuxième étape, c'est que vous arriviez à voir qui est plutôt doué pour la résolution de problèmes, qui est plutôt créatif, qui est la mémoire vivante du service, ça en général vous le savez assez rapidement, qui a une capacité d'influence aussi sur la prise de décision, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important quand on est business analyst, vous allez faire des recommandations et c'est bien de s'appuyer sur des alliés, des personnes qui ont envie que ça aboutisse, c'est bien de les repérer. Voilà. Donc voilà, pour un business analyst, c'est essentiel de se baser sur les bonnes personnes pour recueillir des informations exploitables. Donc là, j'ai parlé de l'organigramme, mais sachez que la plupart de vos collègues, en fait, ils ne sauront pas forcément eux-mêmes ce que font les autres. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Je ne parle pas des entreprises, si vous êtes
collaborateur salarié, en général, c'est à peu près clair. Mais quand vous êtes consultant externe, souvent, c'est des plateaux avec de projets avec plein de consultants. Et c'est pas forcément clair pour tout le monde de savoir qui fait quoi. Et surtout quand vous êtes business analyst, les développeurs entre eux, ils savent. Par contre, business analyst, souvent, c'est un petit peu l'électron libre, en fait, hein, surtout quand il est tout seul. Donc, ils ne sauront pas forcément vous aider pour trouver les bonnes personnes. Donc, si vous faites un RACI, si vous arrivez à déterminer quels sont les rôles et responsabilités, sachez que ça va vraiment aider aussi les autres. Ça va aider vos collègues, ça va aider les managers. Donc, une fois que vous l'aurez fait vérifier et valider, n'hésitez pas à le partager pour aider aussi les futurs arrivants à faire leur montée en compétences. Le manager, votre manager et les membres de l'équipe, franchement, ils vous en seront reconnaissants. Parce que eux, en général, ils n'ont pas le temps de le faire. C'est une tâche de fond. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen de tisser des liens et d'apporter de la valeur aux autres et surtout à vous aussi également. Alors, je vais terminer avec des conseils très rapides pour bien débuter. Première chose, c'est peut-être évident, mais je vous assure, je l'ai vu plein de fois. C'est peut-être évident, mais ce n'est pas fait tout le temps. Assurez-vous de comprendre dès le premier jour, pourquoi vous avez été engagé et quels sont vos objectifs dans le court et moyen terme. Comment vous voulez être efficace ou apporter de la valeur si vous ne savez pas exactement pourquoi vous êtes là. Quand vous êtes business analyst, vous avez un périmètre métier qui potentiellement peut être très vaste. Vous pouvez être amené à faire de l'aval, du pré-projet, par exemple étude d'opportunité, business case. Vous pouvez être amené quand vous débutez à faire de la conception fonctionnelle. Et là, votre chef de projet, en général, il va vous dire voilà, tu vas devoir faire les spécifications fonctionnelles détaillées. Ou alors, si vous arrivez en environnement agile, on va vous dire tu vas aider le product owner. C'est trop vague, c'est pas clair. Donc, premier jour, il faut vraiment que vous alliez voir quels sont vos objectifs dans le court et moyen terme. Activité et livrable. Et évidemment, la feuille de route. Deuxième conseil, osez demander de l'aide. Si vous ne savez pas comment trouver les informations dont vous avez besoin, puisqu'encore une fois, l'information, c'est la matière première d'un business analyst, vous perdrez vraiment votre temps, votre énergie si vous les cherchez tout le temps par vous-même. Demandez de l'aide, que ce soit à votre manager ou à vos collègues quand vous en avez besoin. Ça va vous épargner énormément de temps et de recherches infructueuses. Troisième conseil, un constat d'abord, quand vous commencez un job, on se sent souvent dépassé par la montagne d'informations nouvelles qu'on apprend. On est vraiment submergé, souvent tout est radicalement différent, ça provoque du stress et on a l'impression d'être en plein chaos. Levez le doigt si ça ne vous parle pas, mais je ne vous croirai pas. Eh bien, pour un petit peu surmonter ce stress-là, essayez d'identifier des éléments qui vous paraissent familiers pour pouvoir avoir de quoi vous raccrocher. Alors je dis n'importe quoi, mettons que vous êtes jeune diplômé, vous avez eu, je sais pas, une formation en compta, puis après vous avez basculé sur autre chose parce que ça ne vous intéressait pas, et vous êtes arrivé dans peut-être un master pour faire, je sais pas, sciences de gestion ou même IT. Et vous arrivez dans une première mission pour mettre en place un ERP ou un logiciel comptable. Eh bien, vous allez vous raccrocher avec ce que vous avez appris en comptabilité pour essayer de voir comment marche la comptabilité dans le service. Ça sera quelque chose d'à peu près stable. Voilà, vous aurez une branche à laquelle vous rattrapez. Si vous êtes plutôt, vous connaissez un secteur d'activité en particulier, peut-être que vous changez complètement d'entreprise, complètement de culture d'entreprise, mais le secteur, vous le connaissez. Donc, ça sera quelque chose qui va vous permettre, encore une fois, de moins avoir l'impression que c'est le chaos absolu autour de vous. Donc ça, c'est important, c'est au niveau du moral de début de mission, pour ne pas vous sentir submergé. C'est important d'avoir quelque chose à laquelle se raccrocher psychologiquement. Quatrième conseil, évitez, si jamais vous avez déjà travaillé avant dans une autre entreprise, évitez de comparer votre nouvel employeur ou votre nouvelle équipe avec l'ancienne entreprise où vous étiez avant. Parce que vos nouveaux collègues, ils n'ont pas forcément envie de vous entendre dire tout le temps ce genre de phrase. Alors, dans mon ancien travail, nous, on avait plutôt l'habitude de faire ça. Ah, vous faites comme ça? Ah, bah nous, avant, on faisait ça. Dans mon ancienne boîte, on faisait ça. Bon, une fois, ça va. Deux fois, ça va. Après, c'est un peu agaçant. Donc, concentrez-vous sur ce que vous devez faire dans la nouvelle structure que vous avez rejointe et non pas sur ce que vous avez fait ou tout ça, c'est du passé. Ça peut être intéressant de le garder en tête pour faire des propositions de valeur. Mais quand vous commencez, on en est vraiment là au tout début, évitez d'en parler tout le temps. Et puis après, un cinquième conseil,
Si un membre de votre un collaborateur de votre nouvelle équipe, il ne vous répond pas bien, il ne vous parle pas bien, en tout cas vous sentez qu'il n'est pas très sympa avec vous, ne le prenez pas personnellement. En tout cas, au moins au début. Après, c'est autre chose, mais vraiment tout au début. N'oubliez pas que lorsque vous arrivez, peut-être que vous allez occuper un poste qui était occupé avant par un autre business analyst, quelqu'un d'autre. Et peut-être que cette personne qui est partie, elle était amie avec des gens dans le service et que la personne qui vous parle mal, eh ben, elle est peut-être en colère ou déçue que son copain, son pote soit parti. Vous ne savez pas tout ça encore. Donc acceptez qu'il faille un peu de temps à tout le monde, pas que vous, mais aussi aux autres en face de vous, pour établir des liens de confiance. Ça ne veut pas dire encore une fois se laisser marcher sur les pieds, c'est juste se donner du temps pour comprendre les interactions qui se jouent pour l'instant à votre insu. Voilà. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Donc j'étais, pour le coup, une de mes premières missions de business analyst, reconvertie, puisque j'ai eu une première carrière avant dans le contrôle de gestion. Mais bon, c'était une de mes premières missions et ça s'appelait à l'époque consultant. J'étais consultante technico-fonctionnelle et j'arrivais sur un énorme projet avec un plateau. On était une centaine dans l'open space et donc on me dit de me mettre à un bureau. On était en ligne, c'était des trucs super un peu glauques et donc je pose, voilà, je commence à travailler, je ne savais pas par où commencer, je voyais des gens qui n'osaient pas trop se regarder, enfin l'ambiance était un peu glauque et puis je voyais des gens qui me regardaient des coins de l'œil comme ça, mais pas très sympa, quoi. Je sentais que je n'étais pas la bienvenue. Et en fait, au fur et à mesure, et puis j'ai vu qu'il y avait des informations qui ne m'étaient pas données. Je sentais qu'il y avait une vraie réticence à me transmettre des informations. Et j'ai progressivement compris qu'en fait, il y avait plusieurs sociétés de services qui travaillaient dans ce pôle d'expertise. Il y avait au moins 4 boîtes et il y en avait une qui voulait absolument faire venir tous ces consultants. Et en gros, c'était une bagarre en coulisses entre les ingénieurs d'affaires, entre les sociétés de services. Et chaque consultant avait comme mission officieuse de son employeur société de service de surveiller les autres consultants qui arrivaient d'autres boîtes pour leur mettre des bâtons dans les roues pour, au final, qu'ils ne conviennent pas et que ce soit eux qui récupèrent l'ensemble de la prestation. Voilà. Donc moi, j'étais au milieu de ça, j'étais freelance en plus, donc je m'en fichais un petit peu de tout ça. Mais c'est vraiment des trucs qui arrivent et qui peuvent vraiment vous plomber. Donc au début, si jamais vous avez l'impression qu'on ne vous accueille pas bien, ne le prenez pas personnellement. Voilà, ne vous dites pas « oh là là, c'est une catastrophe », ça va changer une fois que vous aurez compris les interactions. Voilà, donc je termine un petit peu sur ça parce qu'il y en a peut-être certains qui s'attendaient à ce que je donne des conseils liés à, on va dire, aux hard skills, aux compétences professionnelles du business analyst. Et moi, je n'ai pas voulu tourner ce live sur ça. Pourquoi? Parce que quand on est business analyst, 50% de vos compétences, c'est vraiment des compétences inter- et intrapersonnelles. Et si vous intégrez une nouvelle équipe ou une nouvelle organisation, l'humain, il est vraiment primordial. Encore une fois, les soft skills, comme on les appelle, sont vraiment au moins aussi importantes. Et quand vous débutez, dans quelque poste que ce soit business analyst, que ce soit n'importe quel autre poste, on vous pardonnera facilement votre manque d'expérience, votre manque de compétences techniques. Par contre, on ne vous pardonnera pas si vous faites des grosses bourdes au niveau compétences inter- et intrapersonnelles. Et en tant que business analyst, de commencer par être mal perçu, ça peut vous plomber toute une mission. Donc, j'ai vraiment voulu axer sur cette partie-là aujourd'hui. Si par contre, bien sûr, vous voulez approfondir la partie, on va dire, des compétences hard skills, professionnelles, je vous prépare un mini-cours de 2 heures en e-learning là aussi, où je me concentre sur la partie des compétences professionnelles de la business analyse. Et c'est un cours qui s'appelle déjà « Comment être rapidement opérationnel quand on est business analyst ». Et là, je m'axe vraiment sur la partie des compétences professionnelles. Mais retenez vraiment que d'abord, la bonne impression, elle passe par tout ce que je vous ai expliqué et qu'après, vous pourrez montrer vos capacités professionnelles techniques. Voilà, écoutez, je vais vous quitter. Je vous remercie encore une fois à tous et à toutes d'avoir participé à ce live. N'oubliez pas de liker, de partager pour diffuser le plus largement possible. Le prochain live, il va être consacré à la question suivante. Comment prioriser ses activités quand on est business analyst? Et je recommence mon appel à questions. N'hésitez pas à me les envoyer. Parfois, je suis à sec de questions pour les adresser dans mes lives. Donc voilà, Messenger, voilà, les commentaires du live. N'hésitez surtout pas, vous m'envoyez vos petites questions.
À bientôt pour un prochain replay et à tous à jeudi si vous êtes là également. Ciao tout le monde!